Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'investissement à impact durable ou à l'ISR de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous poserons la question de la définition du greenwashing, un terme que l'on entend de plus en plus depuis fin 2022 ou début 2023. Nous nous demanderons comment identifier le greenwashing, une question que nous poserons à Clément Blériot, gérant de 1909 Gestion Privée. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré cette fois-ci à la hausse du taux du livret A, mise en regard des autres placements que l'on peut avoir dans sa stratégie d'épargne. Nous nous demanderons quelle place il reste aux autres placements lorsque le livret A augmente, le taux du livret A augmente à 3%. Une question que nous poserons à José Fernandez, directeur général adjoint de l'UFF, mais aussi à Emmanuelle Peraldi, directrice de l'offre au sein du groupe Richelieu. On se retrouve tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec Investir responsable, le rendez-vous dédié à l'ISR, à l'investissement durable ou à l'investissement à impact de Smart Patrimoine. Et aujourd'hui, nous allons nous poser une question: comment identifier le greenwashing? Le greenwashing, ce mot qui est sur les lèvres des détracteurs de l'ISR, mais aussi qui ressort régulièrement au sein d'enquêtes journalistiques, justement, qui regardent un petit peu ce qui se passe dans les fonds estampillés ISR. Pour comprendre un petit peu plus ce que veut dire greenwashing, nous avons convié sur le plateau de Smart Patrimoine Clément Blériot. Bonjour Clément Blériot. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes le gérant de 1909 Gestion Privée. Bon, l'investissement socialement responsable, l'investissement durable, l'investissement à impact sont des stratégies d'investissement dont certains louent l'effort de transition, dont les autres critiquent des efforts pas suffisamment conséquents. On va essayer de comprendre ensemble ce que veut dire réellement greenwashing quand on parle d'investissement socialement responsable. Juste avant, on commence cette année 2023. Comment est-ce que vous avez vécu cette année 2022 qui s'est terminée en matière d'ISR ? Alors, merci pour l'invitation, Nicolas. Ravi d'intervenir une nouvelle fois sur cette thématique. Donc, sur 2022, moi, je retiens avec beaucoup d'humour et de positivisme la déclaration de notre président qui a dit qu'il avait désormais compris et intégré qu'on était dans une urgence climatique. Donc, ça veut dire que c'est de bon augure pour la suite. Sinon, pour être plus complet sur l'année 2022, on a eu une année 2022 qui n'a pas été simple à différents niveaux, notamment sur les marchés financiers, notamment à cause de la guerre en Ukraine. Et donc, toutes les classes d'actifs, ISR, Finance Verte et autres, ont de toute façon souffert sur cette thématique. Ce que j'en retiens, c'est je parle moi plus des entreprises. Il faut savoir que les entreprises, les plus grandes entreprises ont pris des engagements de neutralité carbone. Bien sûr, oui. Différents horizons, mais en général c'est 2050. Et en fait, il y a une analyse qui a été faite par New Climate Institute qui a étudié les 25 plus grandes entreprises, dont Apple, Carrefour, Unilever, et a regardé effectivement leurs engagements et ont étudié les mesures prises et ils se sont rendus compte que finalement on n'arrivait pas à 100%. D'accord. Par rapport aux engagements pris, c'est ça? Les actions par rapport aux engagements? On était plus à 40%. D'accord. Voilà. Donc 40% d'efforts pour atteindre les engagements pris par les entreprises elles-mêmes. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que voilà, les engagements pris, en fait, si on les suit, on n'arrivera qu'à 40%. D'accord, je comprends. Donc il y a un delta de 60 qu'il va falloir combler. Et un delta qui se comble dans les prochaines années dans les feuilles de route stratégiques ou c'est là où le bas blesse? Pour l'instant, c'est juste un constat. Donc maintenant, il va falloir que les entreprises réagissent et peut-être aussi que les autorités de régulation ou les chefs d'État réagissent aussi pour les accompagner et puis pour aussi montrer peut-être les griffes à un certain moment. On parlait de greenwashing, on va y venir. Effectivement, le greenwashing a encore de beaux jours devant lui, même s'il y a une loi qui a été promulguée au 1er janvier, qui désormais interdit à toute entreprise de dire qu'un produit est vert si une étude ne l'a pas confirmé. D'accord. Donc ça, c'est tout nouveau. Première étape pour essayer de contrecarrer ce greenwashing. Mais alors justement, Clément Blériot, quand on parle de greenwashing, mais qu'en même temps on parle de fonds qui investissent dans des entreprises qui sont en train d'effectuer leur transition, qui ne l'ont pas réellement acté, enfin en tout cas qui n'ont pas fini à l'heure où on se parle, comment est-ce qu'on peut définir ce qui relève du greenwashing que ce qui relève d'une transition nécessaire mais qui prend du temps ?
Ah oui, alors ça c'est une question à laquelle je ne vais pas pouvoir répondre tout de suite. D'accord. Néanmoins, voilà, il faut revenir sur la base. En fait, l'investissement ISR, il y a différentes catégories. Il y a les best effort, best in universe, best in class. Et donc, on ne va pas redéfinir ces Bien sûr, ces stratégies qu'on mais commente régulièrement. Mais on va voir que le greenwashing, c'est vraiment les entreprises en tant que telles qui utilisent finalement la vague verte à leur profit. D'accord. Et donc, pour vraiment répondre au greenwashing, il y a six dénominations qui ont été définies. D'accord. Et on va en parler tout de suite. Première chose, c'est le green lighting. Alors bon, c'est de l'anglicisme, hein, même si greenwashing, c'est l'éco-blanchiment. Bien sûr, oui. Donc green lighting, c'est mettre une lumière verte sur une petite partie de l'activité de l'entreprise pour laisser dans l'ombre la grosse partie qui est nocive, je dirais, pour l'environnement. C'est l'arbre vert qui cache la forêt. Exactement. D'accord. Voilà. Ensuite, on a le green shifting. Le green shifting, ça veut dire qu'en fait, on pointe un autre coupable. On dit c'est pas moi, c'est l'autre. Et souvent, l'autre, c'est le consommateur. D'accord. C'est ce qui fait du produit. D'accord. Donc ça, on le trouve souvent. Le gouvernement aussi le fait avec les petits gestes du quotidien. D'accord. Et sur Twitter, on trouve souvent des entreprises qui disent que seriez-vous prêt, vous, à changer pour réduire les émissions de nos produits. Donc c'est pas moi qui pollue, c'est vous qui achetez. Voilà, c'est ça. D'accord. Finalement, nous, on ne fait que produire pour vous rendre service. Après, à vous d'être responsable vis-à-vis de l'utilisation des produits. On a aussi le green crowding. Green crowding, c'est se cacher dans la foule. C'est-à-dire que les entreprises vont avoir un discours très favorable à l'investissement responsable, à la finance verte, etc., etc. Et puis souvent, elles vont prendre les mesures qui ont le plus de communication, mais très peu d'impact. D'accord. Un exemple, c'est pas pour la critiquer, hein, c'est juste pour prendre un exemple. Alliance pour arrêter les déchets de plastique. Je l'ai francisé. Il y a 70 entreprises, très grandes entreprises internationales. En 3 ans, elles ont éliminé 0,0004% du plastique en circulation. Autrement dit, vraiment pas grand-chose. Et donc ça relève de ce que vous appelez le green crowding. Green crowding. Green crowding, exactement. Ensuite, green hushing. Pour faire simple, pour vivre vert, vivons cachés. D'accord. On en reparlera peut-être tout à l'heure, mais on a des fonds article 8, article 9 et article 6. Ben, certaines entreprises vont choisir article 8 parce que les fonds article 8 bénéficient d'une réglementation un peu plus simple. D'accord. Voilà, moins contraignante. Et donc, elles vont se dire, bon, ben, on ne va pas être sur le feu des projecteurs et on ne va pas être sur le feu des critiques. Article 8, c'est bien déjà. Et puis comme ça, ça passe tout seul. On a le green rinsing. Donc ça, c'est on entretient la confusion. Pepsi et Coca-Cola ont été largement notés sur ce sujet. Green rinsing, ça veut dire que, pareil, on fait beaucoup de com, on veut faire le maximum, on est très ambitieux. En revanche, on va changer de stratégie régulièrement pour essayer d'atteindre une ambition plus forte, sauf qu'on ne peut pas les suivre. Ils changent tout le temps de stratégie et finalement, il n'y a pas de suivi dans la durée. Donc il y a une ambition forte, mais derrière, en fait, on a du mal à quantifier réellement s'il y a une atteinte des ambitions. Voilà, d'accord. C'est ça. Donc encore une fois, c'est beaucoup de communication. Et ensuite, on a le green labeling. C'est la plus répandue. Et donc, on dit que le produit est vert alors qu'il ne l'est pas forcément. Donc ça, normalement, c'était le greenwashing le plus répandu. D'accord. Et normalement, il devrait diminuer, voire disparaître grâce à la loi qui a été En tout cas, c'est le plus facile à identifier. Quand on est d'un point de vue épargnant ou même professionnel, là, pour le coup, c'est le plus facile à identifier. C'est le plus facile à identifier. Et on le voit chaque jour, je pense qu'on doit voir aller entre 10 et 20 fois de ce système de greenwashing dans la rue, dans le métro. Mais alors, comment on fait en tant qu'épargnant? Parce que je reviens par exemple sur cette notion de green rinsing. On peut d'un côté dire l'entreprise effectivement change tellement souvent de stratégie qu'on est dans un flou et finalement il n'y a rien de concret. Ou on peut se dire aussi c'est peut-être pas forcément la transition, c'est pas forcément une ligne droite et il faut accepter l'erreur. Comment est-ce qu'en tant qu'épargnant on se dit là je suis face à un cas de greenwashing ou là je crois dans la démarche de transition de l'entreprise ou en tout cas du fonds qui ensuite investit dans l'entreprise? Oui, alors. Moi, je vais prêcher pour ma paroisse et ma profession. Nous, en tant que conseillers financiers, on est là pour orienter nos clients et pour orienter les épargnants. Donc, on est là pour, d'une part, prendre en compte leurs souhaits, leurs volontés, leurs objectifs, et ensuite les orienter vers les entreprises, les fonds qui répondent à leurs objectifs. MiFID 2, qui a changé les normes en 2022, nous oblige, en tout cas oblige ceux qui ne le faisaient pas encore, à poser des questions
sur justement la finance verte, les investissements responsables. Et les préférences ESG des épargnants. Et les préférences ESG. Est-ce que une bonne gouvernance est une bonne chose pour vous, par exemple, ou comment vous voyez vos investissements verts et donc ça permet de poser la question, et puis ensuite le conseiller a l'obligation d'orienter le client vers des allocations qui soient labellisées ISR, article 8, article 9, etc., etc. Donc en fait, il faut se rapprocher du professionnel si on veut vraiment avoir une traduction. D'accord. Et éviter le greenwashing. Et éviter au maximum le greenwashing. Et alors, comment est-ce qu'on fait concrètement? On investit dans quel type de fonds? Il y a des fonds plus ou moins sérieux qu'on identifie? Qu'est-ce qui doit mettre la puce à l'oreille d'un potentiel greenwashing? Alors, on a toujours les labels, le label ISR. Qui lui est plutôt un gage de sérieux pour le coup alors. Qui lui est un gage de sérieux, même s'il a toujours des contradicteurs. Pourquoi? Parce que c'est celui qui a le plus de référencement. Aujourd'hui, on est à plus de 1100 fonds, je crois, pour 750 milliards d'euros. Donc sur les labels européens, c'est le label ISR français qui a le plus de fonds. Donc certains vont dire oui, mais il n'est pas assez élitiste. Et c'est vrai. On penche d'ailleurs... je pense qu'un écolabel européen serait une très bonne chose. Sauf qu'il y a eu un sondage fait par l'ESMA, qui est l'autorité de tutelle européenne, et sur 3000 fonds sondés, selon les exigences de cet écolabel européen, seulement 16 fonds auraient pu être labellisés par ce label européen. D'accord, oui. Moins de 1%. Donc on n'y est pas. Mais peut-être qu'à l'avenir, on y sera. Mais donc ça pose une vraie question, c'est est-ce qu'on baisse les critères du label ou est-ce qu'on en fait effectivement une sorte d'objectif très difficile à atteindre pour justement maximiser la transition? Je pense qu'il faut trouver le juste milieu. Parce qu'il faut aussi récompenser ceux qui sont dans une démarche vraiment proactive d'amélioration vers cette transition écologique. C'est compliqué. Après, on pourra avoir deux labels. C'est-à-dire un label sur les acteurs qui sont déjà... qui ont déjà enclenché cette transition, voilà. Oui, bien sûr. Et puis un label sur les best efforts avec un vrai suivi dans le temps et une note qui suit les efforts. Merci beaucoup Clément Blériot d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je pense qu'on a fait un certain nombre de points de définition qui peuvent permettre une meilleure lecture, une lecture un petit peu plus précise effectivement de l'investissement socialement responsable. Je rappelle que vous êtes gérant de 1909 Gestion Privée. Merci beaucoup. Merci à vous Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et c'est parti à présent pour Enjeu Patrimoine. Nous allons nous demander ensemble quelle est la place qu'il reste pour les autres types de placements ou d'investissements lorsque le livret A voit son taux augmenter à 3%, ce qui nous amènera notamment à regarder un petit peu les stratégies d'épargne et d'investissement dans le contexte d'inflation et de hausse des taux que nous connaissons actuellement. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Emmanuelle Peraldi. Tout d'abord, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'offre au sein du groupe Richelieu qui est une banque privée. On va évoquer ensemble effectivement les différentes solutions que vous identifiez notamment pour investir ou placer son argent dans le contexte actuel. Mais nous avons aussi le plaisir de recevoir juste avant José Fernandez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint de l'UFF, une banque conseil en gestion de patrimoine. On va commencer avec vous tout de suite, Emmanuelle Peraldi. Quand le livret A atteint un taux de 3%, est-ce que cela veut dire qu'il suffit de mettre son argent sur le livret A pour placer son argent et qu'on oublie le reste des investissements? Alors, je pense qu'il faut placer son argent sur le livret A, alors que, comme nous le savons tous, le livret A est quand même plafonné. Bien sûr, ne l'oublions pas. Oui. Si vous n'avez que 22 950 €, placez tout votre argent sur le livret A. D'accord, donc c'est le premier réflexe à avoir, c'est ce qu'il faut comprendre. D'accord. Oui. Aujourd'hui, 3%, capital garanti, je pense que... Liquide, bien sûr, disponible, enfin bon voilà. Donc il n'y a pas de question à se poser. Le livret A, le livret, le LDD. Oui, bien sûr, le livret de développement durable. Livret de développement durable, 12 000 €. 3% aussi. Et puis, si vous avez des revenus qui ne dépassent pas le plafond, vous pouvez même ajouter le LEP. Livret d'épargne populaire, bien sûr. À 6,1%. Donc, en gros, pour 42 000 € de placement, vous aurez des intérêts de l'ordre de 1 500 € pour l'année.
Bon, donc on arrête l'émission ici ou Non, il y a d'autres cas de figure? Ouais, c'est ça. Certains investisseurs ont plus de capitaux et effectivement peuvent trouver des solutions alternatives ou en tout cas complémentaires à ces placements. Donc ça reste le premier réflexe. José Fernandez, vous constatez aussi, ou vous conseillez presque, alors on ne fait pas de conseil d'investissement, mais en tout cas vous constatez aussi que finalement le premier réflexe c'est d'aller vers des livrets réglementés quand ils commencent à rémunérer. Nous c'est ce qu'on conseille, une bonne gestion de patrimoine, c'est d'avoir des liquidités à disposition dans d'épargne précaution, que le taux soit à 0,5 ou à 3, j'ai envie de vous dire, le débat est le même. D'accord. Alors a fortiori quand il est à 3, effectivement, plus LDD, on peut gagner 1 500 €, on ne va pas s'en priver, mais il faut qu'on ait environ 6 mois de salaire disponibles comme épargne de précaution. Mais une fois qu'on a dit ça, et là je rejoins Emmanuel, il y a les investisseurs, ils ont parfois plus de capitaux que 44 000 € par investisseur à mettre. Donc il y a d'autres solutions, sachant que le livret A quand même à 3%, en taux réel, sans perdre personne, on perd de l'argent quand même. Bien sûr, parce qu'on a une inflation à 6. Ouais. De 6, on est à un taux réel à moins 3, le calcul est assez simple. Donc voilà, il faut quand même l'avoir en tête. Donc en fait, c'est même pas un sujet de taux, c'est un sujet dans la stratégie de disponibilité. On en parlait tout à l'heure, on ouvre des livrets A pour les enfants parce que c'est un excellent outil d'épargne quand ils sont petits, en versement programmé. Voilà, il y a tout à mettre en place autour de ça, mais c'est pas une fin en soi, quoi. Voilà. Je continue avec vous, José Fernandez, sur une autre question, peut-être un petit peu provocatrice aussi. Quand on voit les performances du CAC 40 depuis le début de l'année, on peut se dire, on oublie les marchés financiers parce qu'on a raté le rallye de janvier, ou quelle stratégie pour le coup Alors, ça peut être une stratégie. J'ai fait mon année en janvier et puis je mets moi en monétaire. Encore fallait-il y être. Encore fallait-il y être au 31-12, bien sûr, ou même depuis octobre si on veut tirer un peu plus loin. Non, mais là, on pose le débat de la diversification. En fait, c'est toujours la même chose. On parlait du montant de capitaux à placer. Je pense que l'année va pas être aussi simple qu'en janvier, tout le monde est monté et ensuite on se met à l'abri. Il va y avoir de la volatilité et donc l'objectif d'un investisseur, c'est aussi d'être prêt à aller chercher les opportunités là où elles se trouvent. Donc en fait, c'est avant tout un sujet de méthode. C'est pas j'y vais ou j'y vais pas. C'est comment j'y vais. Et effectivement, les points à quel niveau, déjà les points d'entrée, il faut les lisser parce que je n'ai pas de boule de cristal, donc je sais pas quand est-ce qu'il faut intervenir. Donc je fractionne. Ensuite, j'écrète les plus-values parce que quand j'ai fait le mois de janvier que j'ai fait, j'évite de laisser ça glisser. Bien sûr, parce qu'on comprend bien que la correction, elle va arriver à un moment ou à un autre. Il y a quand même des effets de seuil qui vont arriver. Donc le sujet, c'est vraiment la méthode, plus que est-ce que je rentre ou est-ce que je rentre pas. Évidemment qu'il faut toujours avoir un investissement diversifié sur les marchés financiers parce que les opportunités, elles existent. Emmanuel Peraldi, même question. Alors, effectivement, je suis allé sur une des deuxièmes évidences en matière de gestion de patrimoine quand on sort effectivement des livrets réglementés, c'est les marchés boursiers. Quelle place pour les marchés boursiers, pour l'investissement en unité de compte ou directement sur les marchés financiers en ce début d'année 2023 ? Alors, les marchés financiers ont bien sûr toute leur place, mais attention, un livret réglementé, vous êtes sûr de récupérer votre capital à la fin de votre investissement. Les marchés financiers, c'est ce que disait José, c'est aléatoire, c'est volatile, donc nous n'avons plus de garantie en capital, mais un potentiel de hausse qui forcément est plus important que 3%. Aujourd'hui, vous me parliez d'unité de compte. On a quand même des solutions avec les compagnies d'assurance qui n'attiraient plus autant les investisseurs avec des performances de fonds euros qui étaient devenues anémiques. Anémiques, ça me paraît bien sûr. Bon. Aujourd'hui, on a eu les fonds euros à fin 2022. Alors, ce n'est pas extraordinaire, on est sur des niveaux de rendement qui vont être de l'ordre de 2,5%, mais c'est surtout que les compagnies vont vous proposer des bonus sur ces fonds euros qui vont vous permettre, à condition que vous alliez chercher un petit peu de risque sur les unités de compte, et donc potentiellement sur des marchés actions, sur des marchés obligataires, vous allez avoir sur votre partie d'investissement en fonds euros des rendements qui vont être garantis en 2023-2024, de l'ordre de 5 à... on a une compagnie d'assurance qui propose 5,75%. D'accord. Sur le fonds euro ? Sur le fonds euro. D'accord. Donc, à condition que vous ayez la moitié de votre investissement en fonds euros, sur la moitié, vous touchez 5,75 garantis sur les 2 années, en tout cas la première année, un peu plus bas la deuxième année. Et puis sur la partie unité de compte,
vous pouvez trouver des solutions pour booster un peu votre rendement, aller sur les marchés actions, aller sur des investissements immobiliers, sur éventuellement même du private equity, mais là, vous prenez beaucoup de risques. Donc c'est en quelque sorte le retour du fonds euro, parce qu'on l'a annoncé, la mort du fonds euro l'année dernière plus d'une fois, en disant effectivement il faut qu'on comprenne qu'on ne peut pas avoir de la performance sans risque ou autre. Bon, dans 2023, finalement, le fonds euro reste une alternative. En 2023, le fonds euro reste une alternative. José Fernandez, en 2023, le fonds euro reste une alternative. Ça l'a toujours été en fait. Oui. Après, c'est juste la proportion de fonds euros qu'on a envie de mettre en fonction du profil investisseur. Le fonds euro, il a toute sa place, comme les livrets ont toute leur place dans le patrimoine global. Le fonds euro, il a entre guillemets la même place au sein d'un contrat d'assurance vie. C'est une poche de stabilité, de sécurité, de garantie en capital. En fonction de votre âge, vous vous désensibilisez. C'est toujours utile. Alors, évidemment, c'est mieux d'avoir un rendement à 3, 4, 5 que d'avoir un rendement à 1,5, évidemment. Mais encore une fois, il faut le voir sur le long terme. Donc le contrat d'assurance, lui, il permet, comme le disait Emmanuel, d'avoir à la fois une poche un peu solide et de l'autre côté, d'aller chercher un peu de risque pour avoir un rendement supérieur. Y compris sur des solutions de private equity, par exemple, qui parfois peuvent aller frôler les rendements potentiels à 2 chiffres, avec un niveau de risque maximum que l'on prend, et avec une part du capital investi qui doit être assez restreinte par rapport au patrimoine global. Donc, tout est question de pondération. Et puis, encore une fois, je reviens là-dessus, de méthode et de diversification, parce qu'il y a une place pour chaque classe d'actifs, plus ou moins importante en fonction de la période, mais il faut le faire avec méthode. Mais alors justement, parce que là on a évoqué le livret A ou le fonds euro, qui sont des placements connus du grand public. Là, vous nous avez évoqué le private equity, alors que vous classez dans les actifs risqués, voire très risqués pour le coup. Extrêmement risqué, et le risque, c'est à la fois parce qu'il y a des sujets de valorisation, c'est-à-dire vous pouvez aller chercher, encore une fois, des sociétés qui vont extrêmement bien marcher et dont la valorisation va exploser. Et puis, vous pouvez avoir de la casse, parce que ça reste du private equity. On vient investir sur des sociétés auxquelles on croit, mais en fonction du moment où vous investissez, il peut y avoir des surprises un peu moins belles. Donc, il faut juste le savoir et donc bien investir dans la bonne proportion. L'avantage que l'on a à le faire dans l'assurance vie, c'est que le vrai sujet du private equity, c'est la liquidité. Et c'est pour ça que le niveau de risque est élevé. C'est que quand vous prenez un fonds de private equity, c'est pas sur 2-3 ans, vous êtes sur des périodes qui vont à 7 ans, à 10 ans. Et donc, il faut que vous ayez le temps. Il faut que ce soit un tunnel. D'accord ? Et c'est vrai que l'assurance vie vous permet d'avoir un peu plus de liquidité en cas de décès ou si jamais vous avez besoin de racheter votre contrat. Et donc, c'est ce qui fait l'engouement aujourd'hui du private equity dans l'assurance vie, c'est qu'on a à la fois les deux mondes, on a le potentiel et en même temps, on a cette recherche de liquidité qui est faite avec l'assureur. Il n'en demeure pas moins que ça reste la partie la plus risquée de la location d'actifs. Donc Emmanuel Peraldi, j'imagine qu'entre le fonds euro et le private equity, qui est la partie la plus risquée, comme le dit José Fernandez, il doit y avoir d'autres possibilités d'investissement à prendre en compte, effectivement, quand on a déjà investi sur ces livrets réglementés. Oui, tout à fait. Alors, je vous rejoins parfaitement sur le private equity. On peut parler des produits structurés. Bien sûr, oui. Ça, c'est des investissements qui ont toujours eu beaucoup de succès, des produits qui ont toujours eu beaucoup de succès, qui là en ont encore plus aujourd'hui, parce que les experts vont pouvoir trouver des solutions qui vont à la fois vous garantir votre capital ou le protéger partiellement en tout cas, et vous offrir des rendements, alors qui vont être variables en fonction de toutes les combinaisons que l'expert va pouvoir trouver, vont vous donner du rendement qui va être de l'ordre de 3% l'an sur du capital garanti à 6% sur des combinaisons qui sont quand même relativement sécurisées. Et puis voir sur des niveaux de rendement qui vont être beaucoup plus importants si là, on n'a plus aucune barrière, on n'a plus du tout de protection du capital. On rappelle qu'un produit structuré est généralement composé d'une poche obligataire et d'une poche d'options, et que c'est la hausse des taux obligataires qui permet, dans le contexte actuel, d'avoir des produits structurés à capital garanti. C'est pas toujours le cas, mais dans le contexte actuel, c'est le cas. Exactement. Enfin, pas pour tous, mais ça peut l'être. Mais ça peut l'être, oui. Produits structurés, un mot peut-être, José Fernandez, on revient sur les marchés financiers quelque part. Je rejoins l'avantage du produit structuré, c'est que, effectivement, comme on peut construire la formule en fonction de l'appétence et du besoin des clients, vous pouvez avoir des produits structurés très, on va dire, mass market dans les contrats d'assurance vie, un peu plus standardisés. Et puis vous pouvez aller sur des solutions pour la banque privée un peu plus
un peu plus techniques, avec des rendements qui peuvent parfois aller chercher les 2 chiffres. D'accord. Ouais. Avec le niveau de risque dont parlait Emmanuel, c'est-à-dire le contrat est clair dès le départ avec un structuré, c'est l'avantage du structuré, c'est une classe d'actifs à part, c'est vraiment une classe d'actifs à part. Effectivement, les rendements obligataires en hausse permettent de protéger davantage le capital, voire de le garantir, et la volatilité des marchés fait que vous pouvez avoir aussi ce qu'on appelle les pay-offs, c'est-à-dire les rendements qui sont assez élevés. D'accord. On a un timing qui est plutôt assez favorable depuis maintenant 6 mois sur les formules qui sont un peu mieux disantes que par le passé. Et ça a sa place de la même manière que les autres briques dans l'allocation globale. Ouais. Bon, je profite de votre réponse pour rappeler qu'effectivement, plus le rendement proposé est élevé, plus le risque mécaniquement est élevé. Ça, c'est une règle qui ne bougera pas, qui reste effectivement, quel que soit le type de placement ou d'investissement. Emmanuel Peraldi, on entend également aussi, où on peut lire, un retour des comptes à terme. Alors, qu'est-ce que c'est que ces comptes à terme pour si je me place d'un point de vue d'un épargnant particulier? Alors, le compte à terme, on va être sur une solution sans risque pour le capital. Alors, on parle de compte à terme ou dépôt à terme. Vous pouvez entendre ces 2 intitulés. D'accord. Le compte à terme, vous placez une partie de vos capitaux sur un compte pour une durée déterminée à l'avance, qui peut être de 1 mois, 3 mois, 6 mois, jusqu'à 5 ans, peut-être. Je me demande si le maximum, c'est pas 10 ans. D'accord. En théorie, ouais. Voilà, Donc ça peut être du très court terme comme du long terme, finalement. Exactement. Un taux de rendement vous est accordé dès le départ, à la souscription. Et vous savez qu'à l'échéance de votre compte à terme, vous toucherez les intérêts et récupérerez votre capital. Toutefois, on a quand même une situation de blocage des fonds, puisque sur un livret, vous pouvez retirer quand vous voulez. Sur un compte à terme, vous pourrez quand même retirer en cours de période, mais vous perdrez une partie de votre rentabilité. En général, la banque ne vous versera que la moitié des intérêts qui auront été convenus au départ. Donc, si vous souscrivez un compte à terme sur 1 an à 3%, si vous sortez au bout de 6 mois, vous ne percevrez que 1,5% sur les capitaux qui auront été investis. Mais sans risque. Mais sans risque, du moment qu'on va jusqu'au bout. Même si on ne va pas à l'échéance. Si vous récupérez en cours de vie, si vous le capital sera récupéré. Votre capital est récupéré. Le capital, vous aurez juste moins d'intérêt. José Fernandez, très rapidement, finalement, le maître mot de ce début d'année, c'est quoi? C'est la diversification? Il y a 3 maîtres mots. D'accord, sur le long terme. Rapidement. La diversification seule, ça ne suffit pas. Il faut fractionner les points d'entrée. Il ne faut pas rentrer en une seule fois. Les versements programmés ou autres, d'ailleurs, on n'est pas obligé de faire ça tous les mois. On peut étaler un peu. Il faut diversifier, ça, c'est certain. Et puis surtout, il faut écréter, il faut être actif sur les portefeuilles. Parce que quand on a un mois de janvier et une année 2023 qui s'annonce, il faut être actif sur les portefeuilles. Merci beaucoup José Fernandez, directeur général adjoint de l'UFF. Merci également Emmanuel Peraldi, directrice de l'offre au sein du groupe Richelieu. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très bientôt sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.